can't handle the truth. Voici les premières images du chalet dans lequel vivait El Mencho avant d'être neutralisé. En primer lugar, la cocina, que era un completo desorden, completamente llena, había mucha despensa, acabados también de alta gama. Le narcotrafiquant à la tête du cartel de Jalisco est mort dimanche à la suite d'un impressionnant assaut de l'armée mexicaine dont certains détails viennent d'être rendus publics. Personas de la delincuencia organizada, 30 delincuentes que perdieron la vida también en estos ataques. Nemesio Oseguera Cervantes, en cavale depuis plus de 15 ans, bénéficiait d'un réseau de protection dans les zones rurales et urbaines de l'état de Jalisco, ce qui lui assurait une grande liberté de mouvement. Mais le 20 février, épaulé de renseignements américains et grâce à une compagne du baron, l'armée mexicaine parvient à le localiser dans la ville de Tapalpa de l'état de Jalisco. Todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información. Una caja de chocolates con flores. La versión oficial de la autoridad es que el Mencho había recibido ahí a su pareja sentimental y que por esa pareja sentimental es que cayó. Le narcotrafiquant le plus recherché du Mexique et sa garde rapprochée séjournaient quelques jours dans une annexe du Tapalpa Country Club, un complexe luxueux au paysage magnifique qui voit passer les hommes d'affaires, célébrités, politiciens et familles riches de Guadalajara pendant les vacances. Tapalpa fait d'ailleurs partie des 132 Pueblos Mágicos du Mexique, un label équivalent au plus beau village de France. Mais ce dimanche 22 février, la tranquillité des habitants de Tapalpa va être bousculée. Estuvo de terror ahí, tantos balazos, porque se veían los helicópteros, se veían los aviones. Nos vamos a quedar, nos encerramos y así nos quedamos. Un support aérien, 6 hélicoptères et des dizaines de soldats lancent l'assaut du chalet, faisant immédiatement face à une violente réponse du cartel. Nemesio Oseguera Cervantes est blessé mais parvient avec quelques gardes du corps à s'échapper vers la forêt où ils sont rattrapés par l'armée. Grièvement blessé, il est transporté avec ses 2 gardes en hélicoptère vers la base de Jalisco mais aucun ne survit au trajet. Sur place, les militaires procèdent à plusieurs interpellations. Des munitions en grande quantité et des armes de gros calibre ont été saisies, dont 2 lance-roquettes avec lesquelles les trafiquants ont touché un hélicoptère lors de l'assaut, l'obligeant à se poser en urgence. En estos refrigeradores se encuentran el medicamento o un medicamento y seguramente, como todo el mundo sabía, o era secreto a voces, el hecho de que el Mencho tiene un padecimiento renal y hepático. En parallèle à une centaine de kilomètres, Hugo H, alias El Tuli, bras droit et financier d'El Mencho, est également abattu à El Grolo par l'armée. C'est le début d'une riposte meurtrière du cartel pour venger la mort de son chef. Anduve por los cerros, por eso me acostumbré a dormir por el monte entre las matas que sembré. Subidas y bajadas de memoria me grabé. Aquí andamos, la línea de los Oscares. Apenas los 16. Nuevamente, señores.
So everybody is being told to leave the area right now here on the beach. The tiki bar is being cleared out. All of these things are being cleared out. It's being roped off right now. They're asking that everybody vacate the area and leave immediately. You can see the smoke. I don't know if you can, the smoke in the sky. But we were just walking on the beach and we saw smoke everywhere. And we're being informed that there's major cartel violence happening right now all over Puerto Vallarta. Apparently, they've captured a top-ranking cartel member, and when that happens, all-out war happens. A number of cars have been set on fire, motorcycles set on fire. In fact, there were some attendees of Anarchapulco who were in a taxi cab. Taxi drivers are apparently targeted by the cartel. They were they had their car shot at. The taxi driver was murdered and the car was set on fire. All of their luggage has been burnt, including their clothes and passports, in fact. So it's a pretty scary, dire situation right now. We're being told, do not go out at all, do not walk in the streets, do not get in a taxi or an Uber, do not go to the airport. In fact, the entire airport may be shut down right now because of this cartel violence. I mean, we heard Trump mentioning a while back that he's going to go after the cartel in Mexico. Is this the beginning of that? Are we witnessing it live? I don't know, but everybody here has just been instructed to leave the area immediately. The entire beach here is being shut down. It's clearing out, and really intense situation going on here in Puerto Vallarta. So I'm gonna continue to document this as we do. We're gonna stay safe in our hotel. I don't know if you can see the smoke in the air, but it's all over the place. It's thinned out now in the last hour, but apparently, from what I understand, there's a whole bunch of cartel violence happening all over the city right now. We don't fly out until tomorrow, but hopefully it's not going to be an issue for us, because as it is right now, the airports might even be shut down. I hear the military is getting involved. Some of these cartel have, in the past, shot down military helicopters because they literally own rocket launchers. So this is serious stuff. This is serious stuff. Again, everybody is being forced to vacate the bar, the beach area, and smoke in the air. Major situation here in Puerto Vallarta. Mira, ese baboso se prendió. No, pendejo. Se andaba prendiendo un güey.
Ya lo prendieron también. What you're seeing here right now is the motorcycle gangs of the cartel are going around and they're lighting various buildings on fire. You know, it's like the Kiosco and Oxos, which is like our 7-Eleven. So these guys are just coming in on their motorcycles and throwing gasoline and lighting the stores on fire in retaliation for the death of their leader, their new leader, cartel leader. So they're taking it out on the neighborhoods and the regular everyday citizens. This is what's going on here right now. What you're seeing is this is what's going on right now. They're taking out on the public. They're making their personal grievances a public issue. So they're much like the United States does. They're holding the citizens hostage. So it's bad here right now. It's pretty bad here. Same thing, harass the public. I have a blueberry crumble in my shitty little oven. That's the only thing that's going to get me through this right now as I watch everything around outside go up in smoke. Oh, God. todo, mira lo que está pasando en Michoacán. La gente corre a sacar las cosas. So I don't know if you can see that, but I can see the flames
underneath that black smoke. Major flames there, huge plumes everywhere. Another big one over there. Another one directly behind this resort we're staying at. Pretty much surrounded by this right now. Really intense scene happening here in Puerto Vallarta. Hopefully we're able to get out tomorrow, but the airports are shut down as it is right now. And as I understand it, military may be getting involved soon. Power may be cut very soon. So pray for us, guys. This situation is intense. Que nos van a quitar el pasillo. Sí, Capi, sí. Están suspendidas las operaciones. Hay hombres armados en el aeropuerto. No mames. ¿Están bien? Armando, ¡servimos! ¡No te muevas! ¡Bájate, entrégate! ¡Vamos arriba! ¡No te muevas! Hay que hacerlo más para adelante para pegarle. Hay que darle más para adelante para pegarle. Mira, esa es la reja, esa, trata las motos, ánimo. Dale. Para que puro culo más de verga, arriba el doble R. Y ya nos matamos a los de la boquilla. Hasta el hotel aprendimos. Están correteando los sicarios, ¿no? ¡A la verga!
¡Chinga tu madre! ¡Contra el flaco, contra el flaco! ¡Flaco, ve! ¡Están arriba, güey! ¡Puta chingadera! ¡Mira! No, pues está trabada. Claro que pasa, ni siquiera a la verga, güey. ¿Dónde quedó tu cuete, güey? Ay, güey. No, bueno. Oops, watch out. Look, get careful. No, you're not paying attention. Oh, jeez. Let's go. Follow me. Just follow me. It can't explode anymore. Oh, really? Oh, wow. Really? Oh my goodness. Oh, well. I just walked past it a few minutes ago. I don't like any of this. This isn't nice. Run for the hills. How are you doing? Okay. We're on the wrong street, I think. Oh, I don't know. Oh, gosh. But listen, they've already hit this street. Yeah. So, I think we're okay. You know, it's a shame. I wish I can get a cup of coffee. I need a drink. I don't even drink that much. I need a cup of coffee. You need a drink. Oh my God, self-centered to the extreme. The world, everything's exploding. Oh, and there's a little lady sweeping up the leaves. You know, nothing ever changes. Nothing ever changes. She's like, oh, okay, whatever. Been there, done that. Scrubbing with the broom. Oh, absolutely. Yeah. Everything's gonna be. There she is. Oh, the leaves. Okay. God, they really hit the street. They really hit the street real bad. This is bad. Oh my God, there's a huge truck that's blown up over there. Got an American right here, guys. I'm Mexican, and you should be ashamed to live to doing all those things. I'm pretty sure if I do the same thing in your country, I will be in jail. So just you go and deliver those things back. You're stealing. You are stealing. Shame on you. Shame on you.
Alexa pour Rebel News et au moment où nous enregistrons ce reportage, il est dimanche après-midi. Seulement quelques heures se sont écoulées depuis une opération militaire majeure menée à Jalisco, au Mexique. Une opération bilatérale entre le Mexique et les États-Unis qui aurait mené à la capture et à la mort du chef du cartel Jalisco Nueva Generación, mieux connu sous le nom de El Mencho. De son vrai nom, Nemesio Oseguera Cervantes, 59 ans, ancien policier devenu baron de la drogue, il dirigeait une organisation criminelle tentaculaire responsable du trafic massif de cocaïne, de méthamphétamine et surtout de fentanyl vers les États-Unis, en plus d'activités liées au trafic humain, à l'extorsion et à d'autres crimes violents. Le CJNG est aujourd'hui considéré comme l'un des cartels les plus puissants du Mexique, rival direct du cartel de Sinaloa, dont il s'est séparé en 2010 avant de connaître une expansion fulgurante. Washington offrait jusqu'à 15 millions de dollars américains pour toute information menant à la capture d'El Mencho. Mais la situation est loin d'être stabilisée. Dans les heures suivant l'annonce de sa capture et de son décès, des représailles ont éclaté un peu partout à travers le Mexique. Des véhicules incendiés, des routes bloquées, l'aéroport de Guadalajara aurait apparemment été visé. Le département d'État des États-Unis a même émis un avis demandant aux citoyens américains de s'abriter sur place dans l'État de Jalisco, mais également dans d'autres régions du Mexique. Alors, que signifie cette opération? Pour en discuter, je reçois Jérôme Blanchet-Gravel, éditeur en chef pour Libre Média, qui se trouve présentement au Mexique et qui est également expert en politique d'Amérique latine. Regresar a la guerra contra el narco no es opción. No es opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley. Todos estos de la derecha que se llenan la boca de las palabras Estado de Derecho y defienden la guerra contra el narco, pues la guerra contra el narco está fuera de la ley, porque como lo dije o lo he dicho en varias ocasiones, es permiso para matar, sin ningún juicio. Y eso en México nadie o muy poquitos están de acuerdo. Está fuera del marco de la ley. Y segundo, no sirvió de nada más que para aumentar los homicidios en México y el nivel de violencia. Entonces, estos llamados autoritarios, porque son autoritarios, es ir hacia el fascismo. Well, it wasn't meant to be, and we're very friendly with her. She's a good woman, but the cartels are running Mexico. She's not running Mexico. The cartels are running Mexico. And we could be politically correct and be nice and say, oh, yes, she is. No, she's very, she's very frightened of the cartels. They're running Mexico. And I've asked her numerous times, would you like us to take out the cartels? No, Mr. President. No, please. So we have to do something because we lost. The real number is 300,000 people, in my opinion. They like to say 100,000. 100,000 is a lot of people, but the real number is 300,000 people, and we lost it to drugs, and they come in through the southern border, mostly the southern border. Plenty come in through Canada, too, by the way, in case you don't know. But they come in through the southern border, and something's going to have to be done with Mexico. Ouais, actuellement, les événements se déroulent encore, donc il y a énormément d'informations qui circulent. Les Mexicains, dépendamment de où ils habitent, évidemment, sont préoccupés, mais habitués aussi à ce genre d'opération. Mais c'est une opération historique, apparemment, parce que ce type-là, on parle de 20 ans d'impunité, donc probablement, effectivement, le cartel le plus puissant au Mexique. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les narcos font pas juste dans le trafic de drogue, ils font également dans le trafic humain. Donc, il y a un des satellites apparemment de ce cartel-là qui avait développé cette branche-là, c'est le trafic de migrants à la frontière vers les États-Unis. Donc, ça
faut le rappeler aux auditeurs, c'est absolument pas une théorie du complot, là. Donc, des enfants, des trafics d'organes aussi beaucoup. Donc, les narcos sont des criminels notoires, là. C'est pas simplement les gens qu'on voit dans les séries Netflix, là. C'est pas juste des personnages un peu, des gangsters hors la loi. Ce sont des esclavagistes, hein. Donc, ils réduisent des gens en esclavage, travail forcé, esclavage sexuel, etc. Donc, c'est une bonne nouvelle pour la sécurité au Mexique. Et ce qui vient d'apparaître, c'est qu'effectivement, une coopération officielle avec les États-Unis de Trump. Donc, on peut penser effectivement que l'administration Trump y est pour beaucoup dans cette opération historique. C'est-à-dire, on le sait, Donald Trump développe une nouvelle doctrine Monroe. Ça survient quelques semaines, même quelques mois, mais même encore quelques semaines après la capture de Maduro. Donc, Trump met la pression partout en Amérique pour finalement favoriser la sécurité des États-Unis. On parle aussi de fentanyl, hein, beaucoup, on le sait, la crise fentanyl qui fait des milliers et des milliers de morts aux États-Unis. Les cartels mexicains étaient impliqués probablement un peu par la Chine. On le sait, la Chine qui laissait probablement passer les produits avec lesquels on fait le fentanyl. Donc, la Chine fermait les yeux pour alimenter un peu la crise du fentanyl. C'est un soft power chinois très, très, très sournois. Donc, la Chine qui alimentait la crise du fentanyl aux États-Unis avec l'aide des cartels. Donc, opération historique qui s'est vue comme une bonne nouvelle, mais effectivement, dans les endroits comme Puerto Vallarta, etc., Jalisco, les gens sont encore en état d'alerte. Est-ce que on risque d'en voir davantage d'autres actions de ce genre, une rétaliation justement du cartel par rapport à ce qui s'est passé? Avec Trump, on peut penser qu'il va y avoir d'autres opérations de ce genre-là. Après, comme je disais tantôt, c'est déjà un exploit, là. C'est-à-dire parce que il faut bien comprendre aussi que l'administration actuellement au Mexique, celle de Mme Claudia Sheinbaum, qui est la présidente, est une administration réputée pacifiste, hein. Donc, la politique de Morena, depuis 2018, Morena, c'est le parti de gauche qui a pris le pouvoir avec Andrés Manuel López Obrador, ça a toujours été ce qu'on appelle en espagnol abrazos no balazos. Ça veut dire des câlins et non des balles. Donc, ça a été une politique, finalement, de non-intervention dans la guerre au cartel. Donc, on a laissé faire, une politique de laisser-faire, finalement, qui est appliquée par le gouvernement mexicain depuis 2018 et qui n'a pas fonctionné, malheureusement. Après, c'est très compliqué parce que vous savez, quand un gouvernement en Amérique latine se met à faire la guerre au cartel, les cartels, souvent, répondent avec des moyens presque militaires. Donc, il y a une escalade qui se crée. Donc, on peut comprendre les gouvernements latino-américains de vouloir éviter une escalade qui crée encore plus de violence, etc. Mais malgré tout, ça n'a pas fonctionné, pas du tout. Et donc, c'était quand même un succès de l'administration Trump que d'avoir forcé l'administration d'AMLO, finalement, en fait, son héritière, Mme Sheinbaum, de l'avoir forcé à finalement intervenir enfin avec la force nécessaire. Donc, c'est quand même, encore une fois, c'est encore l'ombre de Donald Trump. C'est un succès de Donald Trump, d'une certaine façon. Et je pense qu'il va falloir que les analystes l'admettent. Enfin, au Québec, on va voir ce qui sort de nos analystes, mais Trump connaît des succès sur le plan géopolitique. Mm-hmm. Justement, est-ce que vous pensez que sans Trump, ça aurait pu être possible, ce type d'opération? Non, je pense pas que ça aurait pu être possible dans le sens où pas de cette envergure-là. Et on a appris, on y revient, que les États-Unis ont collaboré étroitement à cette opération-là. Donc, bon, évidemment, un échange de renseignements. Sur le plan technique, on ne sait pas encore exactement les détails, là. Mais sans Trump, non. Avec Biden et AMLO, il y a encore quelques années, je pense qu'on n'aurait pas envisagé cette opération-là. Parce que quand même, on est devant des représailles quand même importantes. Donc, évidemment, beaucoup de choses, des bâtiments incendiés. Mais plutôt symbolique, hein, pour l'instant. Donc, une sorte de grogne, comment dire, une sorte de rébellion un peu adolescente des cartels qui se mettent tout à brûler parce que leur chef est décédé. Quelque chose d'un peu adolescent dans tout ça, là. Ça fait penser un peu aux émeutes, enfin, dans les cités, là. Mais enfin, non, le parallèle n'est pas exactement bon. Mais non, je pense que c'est la pression des États-Unis qui a fait la différence. En enlevant le chef, est-ce que ce cartel pourrait tout simplement continuer malgré tout avec un nouveau chef? Oui, bien c'est sûr que les cartels, c'est un hydre. Hein? C'est-à-dire, vous coupez une tête, il y en a 8 qui apparaissent, malheureusement. Mm-hmm. Donc, c'est évidemment
c'est pas la fin du narcotrafic au Mexique, c'est pas la fin du narcotrafic en Amérique latine. Puis le grand paradoxe, c'est que les cartels mexicains sont armés par des armes américaines. Hein. Donc ça fait des années qu'on le dit. Donc toutes les armes qu'ils utilisent, même des fois de calibre militaire, sont fabriquées aux États-Unis. Récemment, on a appris que justement, ce cartel-là avait des armes qui étaient destinées à l'armée américaine. Donc là, c'est sûr que pour les Américains, c'est pas tout à fait cohérent. D'un côté, laisser passer des armes par la frontière, et d'un autre côté, vouloir vaincre les cartels, c'est pas une politique qui est cohérente. Ça, le Mexique le rappelle aux États-Unis depuis des années. Donc, c'est compliqué, puis c'est la question des routes. Hein. C'est-à-dire, par où passe la cocaïne? C'est toujours ça la question. Depuis que les États-Unis avaient fermé la route maritime, la cocaïne devait passer par le Mexique pour être acheminée aux États-Unis. Donc, c'est ça qui a transformé le Mexique finalement en pays aussi dangereux. Hein. C'est quand le Mexique est devenu la route de la cocaïne. Donc, c'est sûr que si la cocaïne trouve d'autres chemins, peut-être que le problème va se déplacer. Mais c'est pas facile. Hein. Vraiment, avoir le Mexique à la frontière des États-Unis, c'est un défi majeur. Les Canadiens n'ont pas idée, en fait, de cette pression permanente-là, d'avoir un État en partie failli avec des groupes paramilitaires, c'est-à-dire les cartels qui sont équipés souvent. Puis El Mencho était réputé pour ça. Il y a une fameuse vidéo très connue qui avait circulé il y a quelques années où El Mencho avait fait défiler carrément des tanks. Là. C'est une vidéo célèbre qui avait fait sensation, mais au Mexique, pas dans le bon sens du terme. Donc vraiment, c'est ça, des gars qui avaient des équipements militaires et qui étaient vraiment disposés, étaient motivés à contrôler les territoires entiers. C'est encore le cas. Donc c'est pas la fin du narcotrafic, mais peut-être qu'il va y avoir une reconfiguration qui va être quand même plus favorable à assurer les intérêts américains et mexicains en termes de sécurité. On sait qu'il y a eu un avertissement là, justement pour les voyageurs qui sont américains de ne pas sortir de où ils sont pour se mettre en sécurité. Mais est-ce qu'il y aurait peut-être des chances qu'ils s'en prennent justement à des voyageurs américains juste parce qu'ils savent que c'était une action qui a été collaborative entre le Mexique et les États-Unis? C'est une hypothèse qu'il faut peut-être envisager. On sait que c'est déjà arrivé que des cartels exécutent des ressortissants d'autres pays. Après, ça dépend. Hein, quels ordres vont être donnés finalement à tous ces voyous? Ça dépend de leur vision des choses. Après, ça prendrait une autre dimension. C'est-à-dire, si les cartels font ce genre d'exemple-là avec des citoyens américains ou canadiens, c'est sûr qu'ils doivent s'attendre là, à peut-être une intervention directe des États-Unis, encore plus directe. En même temps, ils sont très audacieux. Hein. C'est les narcos, c'est des gars qui ont rien à perdre. Les gars boivent 2,41 par jour. Écoutez, c'est une autre vision de la vie. Là. Donc, on a déjà vu des cartels tirer sur des agents frontaliers à la frontière américano-mexicaine. Donc, tout est possible, mais en même temps, moi, je pense que la situation va quand même se résorber dans quelques jours. Mais effectivement, comme étranger, il faut être prudent. D'autant plus que, là, c'est un autre sujet, mais on sait que les Américains font monter beaucoup les prix au Mexique et qu'il y a un ressentiment aussi populaire qui est économique, qui n'est pas lié au narco nécessairement. Et peut-être que c'est pas la meilleure période, effectivement, pour les Occidentaux au Mexique. La única forma de solucionar un problema que ya existe de inseguridad es con fuerza, con la fuerza del Estado, que yo lo he dicho en otras ocasiones, todo Estado es más fuerte que sus grupos criminales presentes en su territorio. No hay Estado que no pueda contra los criminales. Si un Estado no vence a la criminalidad es porque el Estado es cómplice o porque partes del Estado son cómplices. Una vez el Estado se libera de la complicidad con la delincuencia y va con fuerza hacia los criminales, los vence. On a vu qu'est-ce que Nayib Bukele a fait au El Salvador. Vous avez déjà posé la question par rapport à est-ce que c'est possible de faire la même chose au Mexique. Vous m'aviez dit que justement, avec la taille du pays, ça serait quasiment impossible, mais avec une aide des États-Unis, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est envisageable? Au Mexique, ça serait très difficile. Évidemment, beaucoup de Mexicains l'espèrent. Qu'il y ait un président qui ait cette même politique, cette main de fer. Mais c'est ça, c'est deux réalités. Le Salvador, qui, je pense, ne dépasse pas 8 millions d'habitants,
et le Mexique qui est à 130 millions sur un territoire immensément plus grand. Donc, c'est beaucoup plus compliqué de contrôler une grande population sur un grand territoire qu'une petite population sur un petit territoire. Donc, je pense qu'une bouquelisation de la sécurité au Mexique, parce que c'est un scénario qu'on a envisagé ailleurs, en Équateur, par exemple. C'est un terme qui revient. Bukele est à la mode, finalement, chez les dirigeants latino-américains. On observe ce qui se passe au Salvador. Mais est-ce que c'est réaliste? Puis le Mexique est une fédération aussi. Donc, comme au Canada, c'est-à-dire le Mexique, c'est les États-Unis du Mexique, le nom officiel, un des noms officiels avec la République mexicaine. Donc, c'est très décentralisé d'une certaine façon. Donc, comment rallier tous ces gouverneurs à une même vision très ferme, à cette même volonté de répression des cartels? Ça va être beaucoup plus compliqué qu'au Salvador, où un type agit là, sur un territoire très concentré, à une population beaucoup plus petite. Donc, moi, je vois mal comment on pourrait appliquer la même politique au Mexique. Es importante que sepan que se mantiene de todas maneras el día de hoy un centro de mando, una coordinación nacional, en donde está el secretario, están los 3 secretarios, sus equipos, la Secretaría de Gobernación para estar en coordinación con todos los gobiernos de los estados. Quiero hacer un reconocimiento especial a la Defensa Nacional, al general Ricardo Trevilla Trejo, al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Aérea. Realmente México tiene fuerzas armadas extraordinarias. Qu'est-ce qui explique que ce cartel-là a pu prendre de l'ampleur, s'installer un peu partout, de pouvoir s'imposer à ce niveau-là, opérer dans plusieurs États du Mexique sans impunité? Qu'est-ce qui l'explique? Beaucoup de choses. Hein? C'est une économie à part entière, hein, le narco-trafic. Donc même la ville de Guadalajara, justement, où l'aéroport serait censé être paralysé. Mais apparemment, la télé elle nous dit que c'est en cours, hein, que les vols continuent à décoller, les avions continuent à décoller. Je pense qu'il y a un peu de désinformation, là, c'est un terme que j'utilise pas beaucoup, mais actuellement, il y a énormément d'images qui circulent. Donc, on a vu des scènes un peu d'attentats à l'aéroport de Guadalajara. Mais en même temps, la télévision officiellement nous dit non, tout est beau. Donc, je pense qu'il y a des images, il y a certaines images qui circulent qui sont fausses. Il faut encore se méfier à chaque fois. C'est la même chose avec la capture de Maduro. Il y a beaucoup d'images fausses aussi. Donc, est-ce que les cartels eux-mêmes diffusent des fausses images? Est-ce que le gouvernement mexicain en diffuse? C'est possible aussi. Donc, toujours évidemment une guerre des récits. Está circulando mucha información falsa en redes sociales y grupos de WhatsApp. Incluso imágenes manipuladas y generadas con inteligencia artificial que no corresponden a hechos reales y que son compartidas miles de veces. Esta desinformación genera miedo que se propaga con facilidad. Qu'est-ce qui explique cette emprise du narco au Mexique à ce niveau-là? Mais d'abord, cette fameuse politique du gouvernement mexicain de gauche, là, de Morena, donc c'est se laisser faire, évidemment, a nettement contribué à l'essor, plus qu'à l'essor, à la consolidation des groupes narcos. Donc c'est sûr que à partir du moment où vous ne réprimez pas les criminels vont proliférer. Donc, c'est très, très simple. Donc, il faut venir à des recettes éprouvées, c'est-à-dire réprimer le crime en évitant une escalade qui me mène à encore plus de violence. C'est le défi. Mais c'est sûr que vous ne pouvez pas simplement fermer les yeux sur tout ça. Mais c'est très compliqué. Les liens sont infiniment complexes. Les imbrications sont inimaginables. Les degrés de corruption sont inimaginables. Donc, évidemment, l'administration mexicaine elle-même est soupçonnée en partie d'avoir peut-être des liens avec au moins un cartel. Est-ce qu'on peut même diriger au Mexique en ayant les mains, comment dire, en étant blanc comme neige? Peut-être que c'est impossible hein, sur le plan pragmatique, c'est-à-dire peut-être que les jeux d'alliance sont très, très complexes. Et c'est ça, une économie à part entière. Et le laisser-faire aussi des États-Unis, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire, qui consomme la cocaïne? C'est Hollywood, c'est New York, etc. Donc, c'est sûr qu'à partir tant et aussi longtemps que les Américains vont sniffer de la coke à gogo, écoutez, la demande est américaine. Là, donc, c'est sûr que c'est un travail aussi des Américains d'arrêter de sniffer de la coke aussi. Et donc, il y a un laisser-faire américain. Donc, oui, Trump, mais
On vient juste d'avoir le scandale Epstein, donc tout ce que les Américains, que les Occidentaux ont laissé faire, donc c'est les élites qui non seulement consomment des enfants, mais de la cocaïne, en tout cas le contraire est plus choquant. Mais vous voyez ce que je veux dire, donc on peut pas penser non plus que les pays occidentaux, eux, sont totalement innocents. Donc forcément, les Américains ont une part de responsabilité dans le narcotrafic, là. Qu'est-ce que les Mexicains, vous pensez, veulent? Est-ce qu'ils sont pour cette opération-là en collaboration avec les États-Unis pour justement faire en sorte d'éradiquer des têtes influentes de ces cartels-là? Les Mexicains sont extrêmement meurtris, évidemment, par la violence. Ils n'en peuvent plus de la violence. Il y a eu beaucoup de disparus. Donc, les cartels sont à l'origine aussi, disons-le, de 300 000 personnes disparues. Là. Donc, c'est pratiquement la ville de Québec qui a disparu. Donc, encore là, comme je vous dis, esclavage forcé. Donc, ce sont des groupes que tout le monde déteste, évidemment, dans la société. Donc, une grande partie de la société mexicaine va se réjouir de la capture de ce criminel. Ça fait aucun doute. Après, c'est toujours la question du respect de la souveraineté du Mexique. Donc, là, les Mexicains sont très fiers. Ils sont très nationalistes aussi, plus que les Canadiens. Donc, ils veulent pas non plus que... évidemment ils veulent garder le contrôle de leurs institutions. Bon, ils ont quand même pas mal déjà perdu le contrôle avec justement la corruption. Mais il y a toujours ce discours-là un peu ambivalent. C'est-à-dire, Sheinbaum joue beaucoup là-dessus, la présidente. C'est-à-dire, elle répète, le Mexique est un pays souverain. Nous ne permettrons pas aux Américains de s'ingérer directement. Mais on vient d'avoir une opération bilatérale. Donc, on a compris que les Mexicains avaient cédé finalement un peu à la pression américaine. Mais pour revenir à la population, à part la population là, du Jalisco qui actuellement va subir les contre-coups de ça, je vous dirais, les gens se réjouissent toujours finalement de l'élimination d'un narcotrafiquant. Qu'est-ce que les gens devraient faire, ceux qui sont en ce moment au Mexique en vacances? Ouais, rester chez eux pour le moment. Puis ne pas emprunter les routes terrestres. Surtout, c'est vraiment le conseil que je leur donnerais. S'ils doivent passer d'une région à une autre, d'un État à une autre, s'il y a des vols, prendre l'avion. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de blocus. Là, c'est beaucoup de routes obstruées dans des États même qui seraient censés ne pas être très affectés, comme ici à Oaxaca, où on a vu qu'il y avait des routes bloquées. Pourquoi ils bloquent les routes? Ben, je sais pas. D'abord, il y a des narcos qui ont bloqué eux-mêmes des routes. On sait qu'il y avait une sorte de siège de Puerto Vallarta. Donc, des gens en moto qui ont carrément encerclé la ville. Ça, c'est une chose, mais peut-être qu'aussi qu'on bloque les routes de manière préventive. Là, peut-être que les autorités ont tout simplement dit là, jusqu'à temps que ça se calme, il y a moins de trafic routier, tout simplement. Donc, il y a peut-être les deux. Mais les choses vont revenir au calme. Les choses finissent toujours par revenir au calme de façon au Mexique. Ça peut pas être pire que c'est. De toute façon, c'est comme... ça atteint un degré de saturation de violence depuis longtemps. Donc, d'après moi, il va y avoir un impact assez limité sur le tourisme. C'est ça, là, les Québécois découvrent actuellement un peu la face cachée, le côté sombre du Mexique. Il était temps, disons, là. Donc, est-ce qu'il va y avoir moins de demandes dans les hôtels de Cancun, etc. dans les prochaines semaines? C'est possible. Bon, mais là, il y a Cuba aussi qui n'est plus une destination possible. Donc, d'après moi, la République dominicaine devrait avoir une augmentation de demande. Plus de Cuba, plus de Mexique, quelques semaines, ça va être la République dominicaine qui va remporter la mise. Parce qu'Air Canada suspend ses vols jusqu'à maintenant là, pour aller au Mexique. Ben, c'est plus prudent. C'est plus prudent. Puis, je vous dis, je reviens, les informations sont assez contradictoires. Donc, d'un côté, on dit que l'aéroport de Guadalajara est carrément pris d'assaut par les narcoterroristes, sans reprendre la terminologie de Trump. Et d'un côté, les médias, nous, officiels à la télé, nous disent non, les vols, les gens partent, ça décolle à toutes les minutes. Donc, il faut que... On va savoir plus dans les prochaines heures. Can we talk honestly about what is happening with the cartel violence happening right now in Mexico? Because so much of it is coming from weapons and training from the United States. Listen to this. Since this administration started, 23,000 guns have been seized. Of these 23,000 guns, 80% of them have U.S. origins.
That is Mexico's defense secretary stating that 80% of the weapons seized from Mexican cartels are of U.S. origin. Now, at first glance, that may be shocking, but is it really? Let me explain. See, the overwhelming majority of the firepower tearing through communities south of the border are traceable back to the United States, not to Russia, not to China, the U.S. But it's not as if Mexican drug cartels are directly buying from U.S. contractors. See, they don't have to. Think about all the military equipment the U.S. has been producing and selling around the world, or even giving away, especially in the last 4 years, where the U.S. has sent vast numbers of military weapons to a country called Ukraine. See, new reporting says that former Colombian soldiers who fought in Ukraine since 2022 are now joining Mexico's most brutal cartels, including the Jalisco New Generation Cartel, the same cartel turning parts of Mexico into a war zone over the past few days. These are not low-level gang members. These are combat veterans trained in modern warfare, trained on weaponry from the United States. In fact, Mexican intelligence sources reveal that members of the Jalisco New Generation Cartel actually traveled to Ukraine to receive military drone operation training and urban guerrilla warfare training. Millennial Noticias reports that the cartel now deploys elite 10-man cells operating 2 explosive-laden drones simultaneously. Using the DJI Matrice 300 drones, they have thermal vision, 55-minute flight time, and 3-kilogram explosive payloads. In a recent report, that news organization pointed out that, quote, this video shows that these are not improvised hitmen, but are an irregular combat unit with discipline, strategy, and unconventional weapons. Now, see, authorities have arrested some of these cartel members, but officials are warning that this wave of foreign mercenaries could turn cartel shootouts into full-scale military engagements. And if you've watched the footage coming out of Mexico lately, you already know this is not hypothetical. This is happening right now. For years, we've told you about foreign fighters from around the world who have been pouring into Ukraine. In fact, we reported last year that it was already known that Mexican cartels were sending soldiers to help Ukraine for the express purpose of getting them military and equipment training. See, they're not there to help Ukraine. They're there to take knowledge and weaponry back to Mexico. Reports have emerged that many of the weapons sent by the U.S. and Europe to Ukraine have actually surfaced in the hands of those Mexican drug cartels. Retired Colonel Douglas McGregor says the cartels possess Javelin missile systems right now, the same ones we sent to Ukraine. So we just go 100 yards on the other side into Mexico, and behind the ridgeline over there, you'll see all the weapons, all the RPGs, the Javelin missile systems that have found their way to Mexico. Javelin missile systems? Oh, yeah, we've got it. They've got those things over there. From Ukraine? Yeah, sure. And if that is true, and there's no reason to believe it's not, that's not just a policy failure. That is a national security nightmare. McGregor also claims that as much as 50% of the weapons sent into Ukraine ended up somewhere that they didn't belong. Half of them. Well, meanwhile, images online show pickup trucks used in cartel operations flying Ukrainian flags. Is that symbolism? Is it a connection? Or is it a glimpse into a global black market crime network being fueled by our tax dollars? See, are America's global conflicts, from Eastern Europe to the Middle East, actually exporting their weapons and their fighters right here into the Western Hemisphere? When foreign fighters trained in modern warfare start showing up in cartel ranks, when advanced anti-tank systems appear near our southern border, this no longer becomes a story for Mexico. This becomes a U.S. story. A story about what happens when you arm the world, when you flood war zones with weapons, when you don't control where those weapons go, and what happens when the governments that you're supporting are willing to cash out those weapons as fast as you can send them.